Planète PE, le podcast du Private Equity. Bonjour et bienvenue sur Planète PE. Je suis Sneha, fondatrice de Ace Advisors, société de conseil en communication externe. J'ai le plaisir d'accueillir aujourd'hui François Aguerre, partner chez Coller Capital. Fondé en 1990 et avec des bureaux à Londres, New York et Hong Kong, Coller Capital est un des leaders du private equity secondaire. En décembre 2015, la société a levé plus de 7 milliards de dollars pour son 7e fonds, auprès d'environ 170 LP dans le monde. François a rejoint Coller Capital en 2007, où il co-dirige l'équipe d'investissement. Avant cela, il a travaillé chez UBS à Londres, chez Jimar Finance et PAI Partners à Paris et à la Société Générale à New York. Bonjour François. Bonjour Sneha. Nous traversons une période très particulière où tous les LP font une revue de leur portefeuille et où certains se trouvent surexposés au private equity en raison de la baisse notamment des marchés cotés. Dans ce contexte, quel impact observez-vous sur le marché secondaire ? Au niveau du marché secondaire, en fait, ce que l'on observe d'abord et avant tout, c'est un immobilisme qui s'est mis en place. Et cet immobilisme s'est mis en place parce qu'il n'y a pas de visibilité à ce stade sur les business plans. Et donc finalement, que l'on soit au niveau des LPs, des investisseurs, que l'on soit au niveau des gérants, tout le monde attend de voir un petit peu comment les différents déconfinements vont s'opérer dans les différents pays, les décisions politiques qui vont être prises, parce que uniquement à la suite de ces déconfinements, les sociétés vont pouvoir opérer à nouveau normalement et reconstruire des business plans. Donc aujourd'hui, au-delà du denominator effect, donc de la surexposition éventuellement en private equity, au-delà des sujets qui sont des sujets de appel de capital versus distribution, et donc les cash flows des différents portefeuilles des LPs, le problème principal pour tout le monde, c'est l'absence de visibilité sur les business plans des sociétés de portefeuille. Alors justement, la crise sanitaire est aujourd'hui en train de se transformer en crise économique qui va probablement durer. Est-ce qu'on risque de voir une forte divergence de performance pour les fonds et qu'est-ce qui pourrait faire la différence in fine ? Donc ce que l'on observe finalement à chaque crise, quelle qu'en soit la cause, c'est que les bons gérants continuent de performer de façon importante, alors que les gérants qui sont un petit peu plus moyens dans leurs compétences ont du mal à tenir effectivement ce rythme de performance. Donc autant quand tout va bien, le vieil adage dit qu'il est facile pour tout le monde de faire de l'argent, autant c'est vraiment dans ces périodes difficiles que la différenciation se fait au niveau des gérants. Il y a un impact sur leur capacité à gérer leur société de portefeuille, leur capacité à bien travailler avec leurs banquiers. Et donc cette divergence s'accroît absolument. Une question importante aujourd'hui pour nous tous, c'est d'essayer de comprendre un petit peu comment finalement cette crise, quelle va être l'ampleur de cette crise sur le champ économique et notamment dans le secteur du capital investissement. Il faut avoir en tête qu'on est un petit peu dans un paradoxe, contrairement à la crise financière globale de 2007-2009. Où il y avait des réelles bulles qui étaient présentes et donc des bulles qui ont éclaté et des conséquences financières puis économiques qu'on pouvait comprendre. On est parti aujourd'hui d'une situation où il n'y avait pas de raison particulière d'aller dans une crise, mais c'est une crise que l'on construit nous-mêmes en réponse aux problèmes sanitaires. Et donc l'ampleur finalement va peut-être être supérieure alors qu'au départ, il n'y avait pas de facteur particulier économique qui justifiait de rentrer dans une crise. Alors justement, vous dites que ceux qui vont s'en sortir, c'est les bons gérants. Qu'est-ce que vous estimez être un bon gérant dans un contexte comme ça ? Si vous voulez, le sujet, quelque part, il est toujours un petit peu le même, c'est-à-dire que le secteur du private equity aujourd'hui, c'est un secteur qui est très mature. C'est un secteur dans lequel énormément de compétences, de savoir-faire sont connues de la plupart des gérants. Et comme dans n'importe quel autre métier, ça n'a rien à voir avec le private equity, il y a ceux qui font très bien longtemps leur métier, il y a ceux qui font moins bien et moins longtemps leur métier. Dans un moment qui est un moment très difficile comme le moment actuel, il faut faire preuve de résilience, il faut faire preuve de discipline
maximale. Et donc c'est soit Darwin, soit la nature humaine qui nous montre que c'est toujours une minorité parmi les groupes, quels que soient les groupes, qui arrivent à le délivrer. Donc il va y avoir ce phénomène. Il va y avoir un autre phénomène très important, qui est un problème de duration. Aujourd'hui, quand on regarde les sociétés en portefeuille après la crise financière, donc de 2009, on s'est retrouvé dans une dynamique où, à cause d'une croissance plus faible dans le monde en général, il y a eu un allongement de la durée de détention des actifs dans les portefeuilles de private equity. Et donc ça, pour compenser finalement cette croissance plus faible, et donc malgré tout essayer de maintenir des multiples qui soient les multiples de performance des gérants, contrairement à ce qui se passait dans la période 2004, 2007, voire 2008. Donc, on part d'une situation où la durée était déjà plus longue que dans le passé. Aujourd'hui, la plupart des sociétés en portefeuille vont voir leur business plan repousser, dans le meilleur des cas, 12 mois, voire 24 mois, voire un peu plus. Et donc, on va se retrouver avec un nouveau rallongement, de ces durées de détention dans les portefeuilles. Et donc, d'un modèle de private equity qui va casser. À nouveau, beaucoup de fonds ne vont pas être en caride. Et donc, des fonds pas en caride, ça veut dire des problèmes de motivation des équipes potentiellement. Ça veut dire des discussions commerciales qui vont se remettre en place avec les LPs. Donc, il va y avoir des moments un petit peu compliqués et difficiles pour pas mal d'équipes et du travail supplémentaire pour les LPs parce qu'il va falloir s'asseoir et renégocier. Alors avant toute cette crise en 2019 notamment, on a vu 84,4 milliards d'euros de transactions secondaires, qui était un nouveau record. Votre avis, quel sera le trend? Est-ce qu'on verra plus d'opportunités dans le secondaire? Oui, en fait, donc on n'a pas de boule de cristal malheureusement chez Coller. On la cherche tous les jours, mais on l'a toujours pas trouvée. Mais quand on regarde ce qui s'est passé lors de la précédente crise et la plus importante, il y a la crise souveraine en Europe entre temps, mais quand on regarde la crise financière globale de 2008-2009, ce qu'on a observé, c'est que le marché du secondaire a légèrement freiné pendant cette période-là. Donc bien moins que le private equity en général, parce que c'est un marché qui était par nature en croissance de toute façon dans sa phase de catch-up des différentes classes d'actifs. Mais effectivement, il y a eu quand même entre le maximum et le point bas, il y a eu une décroissance de mémoire de peut-être de 25%, 25-30%. Donc on va voir cette phase-là. En 2020, cette année, on va vraisemblablement être dans un marché qui sera inférieur à 2019, ne serait-ce que parce que sur la première partie de l'année, sur le premier semestre, on s'attend à des transactions aux alentours de 15 milliards ou un peu plus. Donc clairement en dessous des moyennes de ces dernières années. Mais comme on l'a vu à nouveau lors de la crise financière, le marché est reparti très très vite. Donc dès 2010, on était à nouveau en croissance et on rattrapait les pics historiques et ensuite c'est reparti. Donc c'est un marché qui a fait à peu près 84-85 milliards l'année dernière. On s'attend à ce que ce marché il dépasse très rapidement les 100 milliards, puis qu'il atteigne les 200 milliards. Donc c'est un marché qui, indépendamment des cycles et des crises économiques à ce stade, est encore dans une phase de croissance très très forte. Et vous qui avez justement une exposition, je dirais, dans le monde sur le secondaire, est-ce que dans vos différentes discussions, vous sentez des différences d'attitude ou d'opportunités justement entre l'Asie, l'Europe et les États-Unis? Donc, il y a souvent des différences d'attitude parce que c'est des différences d'attitude donc là qui sont pas spécifiques au monde du secondaire, mais qui sont spécifiques à vraiment la culture des différentes régions. Donc, typiquement, quand on regarde entre l'Europe et les États-Unis, on l'a vu après la crise financière, non seulement en private equity, mais aussi avec les banques. Aux États-Unis, on est régulièrement dans une dynamique où on fait on nettoie le passé et on redémarre une nouvelle histoire. Il y a eu un échec éventuellement, mais on est optimiste pour le prochain succès à venir. Donc typiquement aux États-Unis, les banques prennent leurs provisions dès le premier jour et ensuite redémarrent. Les investisseurs vendent leurs actifs et reconstruisent un portefeuille.
alors qu'en Europe, on a plutôt tendance à essayer de minimiser l'impact, de rester assis sur ses actifs éventuellement, quitte à ne rien faire pendant 3 ans, mais pour éviter de devoir se prendre une perte trop brutale. Au niveau des banques, on a tendance aussi à rester pendant très longtemps sur des prêts qui sont des prêts sous-performants plutôt que simplement les vendre à perte. Donc il y a ces différentes attitudes qu'on va sans doute retrouver dans le cas présent. Maintenant, ce qui est difficile à mesurer à ce stade, c'est quel va être l'impact de tout l'argent public ou des banques centrales qui est rentré dans le système. Puisqu'une grosse partie de l'impact négatif économique de ces mesures sanitaires, à ce stade, c'est absorbé d'une façon ou d'une autre, par la puissance publique. Et donc, comment est-ce que ce capital va ensuite se répandre dans le système financier et dans le système économique? Ça aura un impact sur comment les investisseurs eux-mêmes réagissent. En Asie, c'est encore un petit peu différent. Puisqu'on est plutôt sur des programmes qui sont des programmes en croissance, des programmes moins établis qu'en Europe et qu'aux États-Unis. Donc, eux-mêmes ont leur dynamique cash flow assez différente. Donc, en vue de ces différences entre ces différentes géographies, les cartes risquent d'être rebattues entre les différentes zones et ensuite aussi entre les différents managers, comme on a pu discuter avant. Absolument, sans aucun doute. Merci François, c'était un plaisir de discuter avec vous. Merci Snéha, à très bientôt et restez au chaud. Merci, et merci à tous nos auditeurs de nous avoir écoutés. À bientôt. Planète PE, le podcast du Private Equity.